Pour cette activité, à être enregistrement le vendredi le 27 mars 2015 à 14 heures au théâtre régional de Bijaya. C'est en collaboration avec la fondation et plus le Berwidimo. Et ça rentre dans le programme du comité des fêtes et la stratégie de toucher plusieurs franges de la société qui est justement l'intellectuel. Là, on est rentré dans l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire humaine. Justement, on a invité le professeur Najib Farhat, c'est un géologue et préhistorien. Là, c'est pour nous donner justement une conférence intitulée Bougies, porte ouverte sur l'Algérie au temps de la préhistoire. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais quand même, je suis un organisateur, je suis responsable de la culture de la ville de Bijaya. Retracer de la ronde, le repère, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, relever le niveau. C'est important. Je vais vous demander d'attacher vos ceintures parce qu'on va aller très 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 loin. Mais avant, j'aimerais d'abord remercier le docteur Najib Farhat qui a bien voulu venir nous donner une communication ici même à Bijaya. Et ensuite, je tiens à remercier d'abord ceux des lieux, donc le théâtre régional de Bijaya, Malik Bougarmouh, et le comité des fêtes de la ville de Bijaya, qui ont toujours été présents avec nous, et à sa tête, M. Malik Bouchbah. À ma droite, donc, j'ai M. Ali Sayad, c'est lui qui vous a fait retarder au fait. Donc là, je vais lui demander de s'expliquer. Et merci. Bonjour. L'escalier était dur pour monter depuis le pont jusqu'ici. C'était vraiment dur, hein. Et il fallait, sur chaque palier, il fallait s'arrêter. Najib Farhat n'est pas à présenter. C'est un ancien. Il a été recruté, je crois, en 1973 ou 1974. 1976 par M. Mouloud Mamri. Il lui a conseillé de faire de la géologie afin de mieux comprendre la préhistoire, parce que tout est fait en strates. C'est un ancien, c'est un vieux de la vieille qui était au CRAP. Le CRAP, c'est le Centre de recherche d'anthropologie, de préhistoire et d'ethnographie, dont M. Mamri était directeur. Ça relevait de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, M. Najib Farhat, le professeur Najib Farhat, il appartient à l'enseignement supérieur, contrairement à l'héritier du CRAP, qui s'appelle le CNRPAH, un mot imprononçable, Centre de recherche d'anthropologie, de préhistoire et d'histoire. C'est vraiment imprononçable. Et oui. C'est voulu, oui. Et ça relève non pas du ministère de l'Enseignement supérieur, mais d'un ministère de vulgarisation qui s'appelle le ministère de la Culture. Et on a très mal vulgarisé la préhistoire, on a très mal vulgarisé l'anthropologie. Et Najib, il est géologue, il est docteur en préhistoire, il est directeur de recherche et il appartient au ministère de l'Enseignement supérieur et à l'Université d'Alger. Je lui passe tout de suite la parole. Tout d'abord, et merci en fait pour toutes ces étiquettes que tu viens de me coller qui sont lourdes à porter. Tout d'abord, je voudrais vous remercier vous-même d'avoir pris un peu de votre week-end pour venir dans cette salle m'écouter. C'est un plaisir et un honneur pour moi de venir vous parler de cette ville de Bijaya. Et le titre que j'ai sciemment porté sur cette conférence, sur cette contribution, c'est Bijaya, non pas Bijaya sur Bijaya, mais Bijaya comme porte ouverte sur une période de l'histoire de notre pays, donc la préhistoire, et là j'allais dire Bijaya au temps de la préhistoire.
Tout d'abord, pourquoi cette conférence? Cette conférence, je me suis promis de la faire parce que la Fondation Asaka a eu la gentillesse de m'inviter tout à fait de façon conviviale aux festivités de l'INAER, et je me suis vu en devoir d'apporter un petit plus de ma part donc à Asaka et à la ville de Bougie, à la population de Bougie. Je remercie aussi le théâtre régional de Béjaïa de nous accueillir dans cette belle salle. Je remercie le comité des fêtes et l'association Bruit des mots et tous ceux qui ont contribué donc à ce que nous soyons ensemble cet après-midi. Et je vous remercie. Moi, je suis géologue et je m'occupe d'une partie donc de cette géologie, la géologie du Quaternaire, qui s'intéresse à l'émergence de l'homme en tant que fossile. Et bien sûr, cet homme, comme il est producteur de culture. Et par conséquent, on s'intéresse donc aux cultures. J'ai remarqué que très peu d'associations parlent de périodes au-delà d'une période que tout le monde connaît, donc la période punico-numido-romaine, donc cette période de Saldé. À partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, toutes les périodes sont très bien développées. Et je suis très loin de pouvoir dominer dans toutes ces questions-là, et je suis certain que dans la salle, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Et j'ai vu un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait parler de cette préhistoire. Et la chose qui m'a poussé un peu plus à aller dans ce sens-là, c'est qu'en visitant le site de l'université, j'ai vu qu'en 2002, l'université de Béjaïa a organisé un séminaire, un colloque international qui s'intitulait Béjaïa, ville d'histoire et de civilisation. Et parmi les objectifs du colloque, c'était initier les étudiants à la connaissance de l'histoire de Béjaïa. Et j'ai même vu le comité scientifique qui a organisé ce colloque et les titres des conférences qui étaient mis sur le site. On ne parlait pas de préhistoire. Et je ne pense pas qu'on puisse faire abstraction d'une période et d'une phase aussi importante donc que cette période, que cette préhistoire de ce pays. Alors, j'ai été voir, et là, vous savez, je vais vous parler de choses qui sont malheureusement méconnues de la plupart des gens de la population de Béjaïa, des sites qui ont été étudiés au début du XXe siècle, en 1902, qui n'ont jamais été repris, qui sont laissés à l'abandon, dans des situations inextricables, et c'est le site de Ali Bacha. Le site de Ali Bacha, c'est un site qui a été fouillé, très très mal fouillé, par un ancien postier, c'était en 1902, André de Bruges, qui a été muté ici à Bougie, et qui a fait un travail qui était en dehors de tout respect donc, de la science. Il a fouillé à la pelle et à la pioche, et ils en ont sorti un certain nombre de choses. Et ce monsieur était rejeté donc, par toutes les sociétés savantes, celle de Constantine, celle d'Alger et tout ça, et personne ne reconnaissait son travail. Il a été obligé de publier ses travaux dans une revue allemande, une revue de l'université de Heidelberg. Ce travail-là a été repris par une université américaine de l'époque, en 1927. Et c'est par ces travaux donc, de ces Américains que l'on a réussi à mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'avait sorti de Bruges en 1902, 1903, 1904. Et on a sorti donc un certain nombre de repères chronologiques, un certain nombre d'éléments qui attestent donc de la présence de civilisations préhistoriques ayant vécu dans la région. Et ces objets, entre parenthèses, sont déposés sont aux États-Unis. Il y a un certain David Lubel qui est en train d'étudier un certain nombre de choses, je ne sais pas ce qu'il en a sorti depuis. Je sais aussi qu'il y a des objets qui sont au musée du Bardo, au musée de Constantine, mais je ne sais pas si Borj Moussa en a quelques-unes. Ça, je n'en sais rien. Alors, parmi les cultures les plus anciennes que ce site a fournies, donc parlons maintenant de culture préhistorique, en dehors des personnes, une fois que tout le tri a été fait, ce sont des outils,
Ça, c'est la publication qui est sortie donc de la publication de Bruges. Donc, ce sont des outils qui nous font remonter les cultures préhistoriques de Béjaïa et de la vallée de la Soumam, jusqu'à une civilisation qu'on appelle le Moustérien. Le Moustérien, je vais vous donner quelques éléments comme ça pour vous accrocher sur la littérature, et qui est une culture qui a vécu entre 200 000 ans et 80 000 ans. Donc c'est une culture qui a perduré dans la région, et c'est une culture qu'on retrouve dans tout le Maghreb d'ailleurs, qui a perduré sur 150 000 ans à peu près. Alors vous imaginez, donc nous avons un premier ancrage qui remonte le peuplement, je parle bien de peuplement donc de la région, à 200 000 ans. Cette première culture, je vous ai montré ici quelques éléments dont on fait usage aujourd'hui. Ça ne vient pas de Ali Bacha, c'est ça qui vient de Ali Bacha. On n'a pas les collections aujourd'hui à disposition. C'est pour ça que je vous montre donc les planches publiées dans la publication, et je vous montre donc des éléments de ce sont des éléments, des outils qu'on pouvait emmancher pour des utilisations diverses. Ces utilisations peuvent être la chasse, peuvent être défendre soi-même, et ainsi de suite. Donc, et pour des utilisations aussi domestiques. Cette culture du moustérien, le moustérien, pourquoi ce nom bizarre? Ce nom bizarre, oui, il est dû tout simplement à, vous savez, en préhistoire, comme en histoire très souvent, on appelle les cultures et les civilisations par rapport au site éponyme, c'est-à-dire l'endroit où la culture a été identifiée la première fois. Comme nous avons Bid al-Ater, ça a donné la civilisation atérienne. Le moustérien, c'est en relation donc à la grotte du Moustier dans le sud-ouest français, la grotte dans la région de la Dordogne en fait, le Moustier qui a donné donc cette appellation du moustérien. Alors cette culture du moustérien apporte des éléments très importants au niveau de l'évolution intellectuelle et de l'évolution du psychisme de l'humain, donc de cette époque-là. C'est que, vous savez, je vais en parler un peu plus loin, l'homme a taillé des cailloux, des objets, des galets d'oued, des pierres qu'il a récoltées dans son environnement, mais au niveau, à ce moment-là, donc il y a 200 000 ans, ou il y a 80 000 ans, l'homme a commencé à s'imaginer dans sa tête l'objet qu'il voulait avoir. Donc à faire ce qu'on appelle par chez nous la prédétermination. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer son galet de façon à ce que quand il va taper un seul coup, il va avoir l'objet dont il a besoin et pas le reste. Et ça c'est très important. Ça paraît minime, mais c'est très important parce qu'il a déjà une prévisualisation de l'objet lithique qu'il veut avoir. Il va préparer donc son galet, ce qu'on va appeler le nucléus, donc son objet de départ, de façon à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Et ce n'est plus aléatoire. Vas-y. Alors, parmi les objets qui ont été aussi, qui ont été ramassés, je dis bien ramassés, j'utilise ce terme-là un peu déplacé par De Bruges, parce qu'il n'a pas fouillé selon certaines règles. Il a fallu que des gens viennent par la suite, une trentaine d'années par la suite, pour un petit peu mettre de l'ordre là-dedans, mais ça a l'avantage d'exister. Ça a l'avantage d'exister. Donc, nous avons des objets qui sont là, lesquels, des objets que l'on pouvait emmancher. Et là, on revient sur ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, nous avons des pierres qu'un ami qui est là assis juste sur le premier rang, qui un petit peu travaille sur les mêmes galoirs. Nous avons des grattoirs, des pointes en silex, et tout cela dit quoi? Dit que cet homme préhistorique commence à avoir, moi ce que j'appelle très souvent, sa caisse à outils qui commence à se diversifier. Il commence à avoir des objets qui ont des utilisations bien spécifiques. Je t'en prie. Alors, sur ce niveau-là moustérien, nous avons un niveau que nous allons appeler le néolithique. Il a trouvé des céramiques. Alors ces céramiques, il les a prises, ou les gens qui étaient avec lui, ils les ont prises, ils les ont brossées, ils les ont nettoyées, ils les ont déformées carrément. Voilà la céramique préhistorique telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est ça. Alors quand je dis néolithique, nous sommes à 10 000 ans. Je t'en prie. Et voilà, ce sont des tessons de céramique
qu'on peut remonter, qu'on peut reconstituer, et qui étaient en fait des vases ou des contenants en peau, en terre, et pour information, nous avons ici en Algérie, essentiellement au Sahara, nous avons la plus vieille date de production de céramique. C'est à Tinanakaten, c'est au Tassili, nous avons 9370 ans, une date datée au carbone 14. Donc nous avons notre céramique remonte, ou nos poteries, ou notre travail donc, de la terre comme ça, remonte à 10 000 ans pour la fabrication donc, de ces ustensiles et de ces contenants. Au-dessus de ce niveau néolithique, et ça c'est un fait très rare parce qu'on n'en connaît pas par ailleurs, et on en connaît à Ali Bacha. C'est un fait très rare, on a trouvé donc une installation métallurgique. Bien sûr, elle n'est pas datée parce que le gars n'a pas fait les datations, il n'y avait pas les datations à l'époque, donc on n'a pas les datations, mais on a trouvé du bronze, avec très peu d'étain, mais ça a aussi encore la chance et la valeur d'exister. Et par ailleurs, on n'en connaît pas beaucoup. On connaît des sites qui pourraient être rattachés donc à de la métallurgie, mais des sites de métallurgie, comme est le cas donc à Ali Bacha, on n'en connaît pas du tout. Allez, je t'en prie. Vas-y. Alors, arrête. Allez, c'est pas grave. Donc, dans tout cet amalgame donc, que De Bruges a sorti, il y avait donc de l'industrie, il y avait un niveau épipaléolithique dont on verra par la suite un peu plus de détails, il y avait du néolithique, il y avait donc ce niveau de métallurgie. Il faut savoir que le cuivre ancien est connu, non pas chez nous, mais il est connu au sud du Sahara, dans le Sahel, pour être daté de 3500 ans. Et il a trouvé aussi beaucoup de restes d'animaux. Et il a trouvé cet animal, il a trouvé des ruminants, un bovidé, c'est Bubalus antiquus. Ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on n'en connaît pas ailleurs. Il y a cette grotte d'Ali Bacha qui en témoigne. On en connaît à Djelfa par la rupestre, et vous remarquez que j'ai mis ici exprès une gravure de la rupestre de la région de Djelfa. C'est une sorte de gros veau, comme ça, avec un encornage dont l'envergure fait au-delà de 3 mètres de séparation entre les deux pointes. Et c'est un animal, c'est l'ancêtre du bubal, du bœuf qu'on connaît. C'est un animal qui a disparu au milieu du néolithique à peu près. Donc cette grotte de Ali Bacha en contient des animaux, des restes de cet animal-là. Vas-y. Il y a aussi des antilopes bubales. Alors, ces antilopes bubales et ces Bubalus antiquus sont datés, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de datation directe, sont connus pour appartenir à une culture du néolithique qui remonte à 10 000 ans. Nous en avons des témoignages osseux à Ali Bacha. Vas-y. Alors, comme je disais, donc c'est connu sur l'Atlas saharien par la rupestre, et c'est connu aussi, voilà, et nous avons des gravures ici de ces Bubalus antiquus, ça c'est sur une des parois de l'Atlas saharien, c'est Al-Risha exactement, et on en connaît aussi, vas-y, encore, au Sahara central, dans un cimetière que j'ai eu la chance de découvrir et le privilège d'étudier. C'est un cimetière qui... Vas-y. C'est un cimetière animal que j'ai appelé une nécropole qui s'étend sur 80 hectares. 80 hectares, tous ces amoncellements de pierres, ce sont des tombes. Ce sont des tombes où l'homme préhistorique a inhumé de façon intentionnelle, en suivant un rituel de bovidés, donc de ce même bovidé que l'on trouve à Ali Bacha ici. C'est pour ça que j'ai appelé la conférence Béjaïa porte ouverte sur l'Algérie. Vas-y.
Alors, voilà ces amoncellements circulaires qu'on trouve sur la surface donc, de cette nécropole de 80 hectares. Une fois fouillés, on trouve donc, ce sont des cercles, comme ça, de 80 cm à peu près de diamètre. Et une fois enlevé ça, voilà les restes de ces animaux. Je n'ai pas connaissance donc, de ce qui est advenu donc, des restes d'animaux qui ont été retirés d'Ali Bacha. Il faut savoir, il faut voir où ça en est. Vas-y. Voilà un peu plus de détails donc, de ces animaux. On voit ici des olents, des fémurs. On voit ici une partie de la mandibule. On voit aussi des encornages, des colonnes. Et voilà ici une partie. Reviens. Voilà. On voit ici une partie donc, d'une mandibule qui a été cramée. Et tous ces animaux ont été enterrés selon un rituel. La parenthèse, la chose qu'on a découverte à Mankhor, c'est que ces animaux ont été coupés en 4 parties, dont le museau de l'animal a été fiché au milieu. Voilà ce que l'on aurait pu retrouver donc à Ali Bacha, qui malheureusement donc, qu'on ne détient plus. Vas-y. Voilà, il y a de la céramique, la même céramique qu'on a vue tout à l'heure. Vas-y. Et voilà, ça c'est la partie inférieure donc, du crâne. Ça, c'est un scapulum. Et ça, c'est la mâchoire inférieure. Vas-y. Alors, d'autres animaux ont été retrouvés toujours à Ali Bacha. Il y a des gnous. Il y a des animaux de gnous. Il y a, vas-y, des cervidés, des cerfs. Et, vas-y, même des rhinos, et on parle même d'éléphants, vas-y. Alors, une ancienne race de cheval qu'on appelle Equus mauritanicus, c'est pas le cheval aujourd'hui, c'est pas Equus caballus, c'est pas le cheval qu'on connaît, mais c'est un ancêtre. Et sur le plan paléontologique, l'animal actuel vivant qu'on peut rattacher, ce serait le zèbre. Ce serait le zèbre. Il y a aussi des suidés, des sangliers, et bien sûr, il y a l'homme. Elle est bien l'image de l'homme, non? Il y a l'homme. Cet homme qui était le producteur donc, de toute cette culture. Mais j'en ai, moi, j'ai porté à sa place. Donc, ce qu'il y a lieu de retenir dans tout ça, c'est que pendant 150 000 ans, cette région donc, de Ali Bacha qui témoigne, et je suis certain que si on fait de la recherche, parce qu'on connaît Ali Bacha, mais je suis certain qu'on va trouver d'autres grottes, on va trouver d'autres lieux, si on se met à bosser un petit peu. On contenu une culture, une civilisation, avec tout ce patrimoine paléontologique et tout ce patrimoine culturel sur 150 000 ans, et qui remonterait jusqu'à 200 000 ans. Vas-y. Et cet homme, qui c'est? Je l'ai appelé, ça c'est une appellation qui me sort de la tête, hein, l'homme de Ali Bacha, pour l'opposer à autre chose par la suite. Donc cet homme, c'est un meshtoïde, c'est une variété humaine qui est spécifique donc, à cette région et à la région de Mesht al-Arabi, dans la région des hauts plateaux, dans la région de Sétif. C'est un dolicocéphale. C'est encore les publications de notre ami. Hein. C'est un dolicocéphale avec une stature d'Homo sapiens et qui était donc producteur de ça. Il avait une capacité crânienne qui était autour de 1500 cm3. La nôtre, elle n'est pas très loin. Très loin. Et il était donc producteur donc, de cette culture. Il produisait donc des armes et des flèches comme ça et des harpons. Vas-y. Il y a aussi dans la région, donc en dehors de Ali Bacha, il y a aussi dans la région des monuments funéraires comme des dolmens, ou bien de ce qu'on appelait donc des allées couvertes. Ce sont des grandes constructions très allongées qui forment des sortes de caniveaux qu'on appelle les allées couvertes et des mégalithes. Ces mégalithes et ces allées couvertes ne sont pas répertoriés dans la région. On en connaît. Jean-Pierre Laporte en a parlé. Pour celui qui... parce que c'est lui le messie donc, de la Kabylie. Voilà. Et je vous ai montré quelques exemplaires qui viennent donc d'une région donc, qui n'est pas très loin.
Vas-y. On va traverser la ville de Bougie et on va aller donc de l'autre côté, donc à partir de Sokoltnin et Melbou. Donc ça, c'est une époque, c'est une première époque d'une recherche qui a eu lieu donc au début du XXe siècle, donc en 1902, 1927, 1930 à peu près. Et là, on va remonter, on va traverser Bougie et on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté, on va sur les falaises. Et tout le long de ces falaises, il y a beaucoup de grottes qui sont connues par les grottes merveilleuses, qui sont connues donc par toutes ces grottes de karstique, parce que c'est un relief calcaire, il y a des gréseaux calcaires, où il y a beaucoup de circulation d'eau, beaucoup de dépôts de calcite sur les parois, et ça fait ces belles formes que les guides donc, de ces grottes ont plaisir à expliquer par un imaginaire très, très agréable, ceci étant. Hein. Bon, le long de ces grottes, il se trouve qu'il y a, donc toute cette région-là, vas-y, il y a un certain nombre de grottes qui ont été fouillées dans les années 50 par des équipes appartenant donc au ministère des Arts de l'époque, par Arambourg essentiellement. Donc il y a la grotte d'Afalou-Bourumel. Cette grotte d'Afalou-Bourumel, et là je suis foncièrement énervé contre les gens, parce que tout ce qu'a donné cette grotte et tout ce qu'ont donné les grottes à côté, qui sont jusqu'à Taza, donc dans la wilaya de Djidjel, administrativement parlant, mais qui font partie du même ensemble, et excusez-moi de le dire, je vais le dire crûment, c'est devenu une poubelle. Cette grotte, par tout ce qu'elle a donné, c'est devenu une poubelle. Et elle est dans un état lamentable. Donc cette grotte d'Afalou-Bourumel va donner énormément de choses. Donc les travaux d'Arambourg et puis les travaux qui ont été repris par la suite en 83 par le CRAP et qui ont été fouillés, ou dans la fouille a été dirigée par le Hachi Slimane. Donc en 83, ce qui lui a permis d'avoir un troisième cycle là-dessus, ont donné énormément de choses et de très belles choses, et pas uniquement belles en termes de beauté, mais de très belles choses en termes d'apport culturel et d'apport scientifique à la connaissance générale du bassin méditerranéen. Voilà la grotte de Taza. La grotte de Taza. Cette grotte-là, elle est un peu plus loin. Cette grotte de Taza, elle a été fouillée par Meddig et un certain nombre de ses collègues de l'Université d'Alger. Et dans cette grotte, je vais vous passer un certain nombre de choses comme ça, sans tomber dans le giron du scientifique, avec la stratigraphie, avec tout ce qui est barbant. Je vais vous donner les éléments importants qu'a donné cette grotte-là. On a trouvé dans la grotte d'Afalou-Bourumel, on a trouvé plus de 53 squelettes. Homo sapiens, plus de 53 squelettes. La plupart de ces squelettes étaient badigeonnés par de l'ocre rouge. Badigeonnés par de l'ocre rouge. Je vous donne des éléments après on arrivera sur le sens et la signification de ça. Vas-y. Voilà des squelettes qui sont badigeonnés par de l'ocre rouge et qu'on retrouve donc à l'intérieur. Cet ocre rouge, c'est quoi? L'ocre rouge, c'est une roche, c'est une argile. Une argile qui a différentes colorations, ce sont des fers en fait. Ce sont des fers et des manganèses que l'homme préhistorique a utilisé pour faire les belles peintures du Tassili qu'on connaît. Belles peintures du Tassili, c'est la même argile en fait qui est utilisée pour ça. Et que l'homme donc bien sûr dilue avec différents, on en a fait des expériences, avec différents liquides, donc du miel, du lait, de la sève, des urines, du sang, de l'eau bien sûr, et plein d'autres choses, vas-y, et qu'il mélange donc dans des cupules comme ça, dans des bocaux, dans des cupules, pour avoir donc ce colorant